Dans les prochaines minutes, cette analyse montre comment une seule frappe de missile a brisé les hypothèses derrière le système de défense du nord d'Israël et forcé une demande de cessez-le-feu que peu de gens attendaient. 5 brigades israéliennes ont disparu, pas en retraite, pas en regroupement, disparu. Et le bâtiment qui commandait chacune d'entre elles, le centre nerveux de toute l'architecture militaire du nord d'Israël, est réduit en décombres. 300 missiles balistiques ont fait ce que 15 ans d'évaluation du renseignement américain jugeait impossible. Et en ce moment, Israël demande un cessez-le-feu. Il ne l'offre pas, il le demande. Il faut bien mesurer cela avant d'aller plus loin. C'est généralement ici que le tour de magie des conférences de presse arrive, appeler un plafond une pause temporaire et espérer que les caméras passent à autre chose. Parce que ce qui s'est produit dans le nord d'Israël au cours des dernières 48 heures n'est pas une bataille, ce n'est pas une escalade. C'est l'effondrement structurel des hypothèses militaires sur lesquelles tout un ordre régional avait été construit. La vraie question est de savoir comment cela s'est produit, qui a permis que cela se produise, et ce que cela signifie pour chaque arrangement de sécurité dans cette partie du monde à partir de maintenant. Le tableau opérationnel compte d'abord, parce que les détails comptent, et parce que la plupart de ce qui passera par les canaux officiels adoucira les angles de cette affaire d'une manière qui la rendra plus facile à gérer politiquement, mais plus difficile à comprendre stratégiquement. Le commandement nord de Tzahal n'est pas un bâtiment, c'est un système. C'est l'architecture opérationnelle par laquelle Israël coordonne chaque fonction militaire le long de son corridor géographique le plus exposé sur le plan stratégique, les axes libanais et syriens. Les postes de commandement de brigade, les réseaux de coordination de la défense aérienne, les chaînes logistiques, les infrastructures de relais de communication, les systèmes de conduite de tir, tout cela alimente le commandement nord et en dépend. Lorsque le commandement nord est détruit et que 5 formations de brigades sont détruites dans la même fenêtre d'engagement, les dégâts ne sont pas seulement structurels. C'est la destruction du tissu conjonctif de toute une architecture militaire. Une force de combat coordonnée devient alors une série de poches isolées de soldats qui ne peuvent plus recevoir d'ordre, ne peuvent plus signaler leur situation, ne peuvent plus être ravitaillés et ne peuvent plus se coordonner avec les unités voisines. C'est ce que 300 missiles balistiques Khyber Buster ont accompli dans un seul ensemble de frappes. Et le réseau de défense aérienne qui était censé empêcher précisément ce résultat, les batteries du dôme de fer, les intercepteurs de la fronde de David, les systèmes Arrow, l'architecture intégrée de défense antimissile la plus coûteuse et la plus techniquement sophistiquée que l'investissement américain ait jamais produite pour une armée alliée, ne l'a pas arrêté. Quelque part, la machine à slogan pro-Trump tenterait encore de vendre cela comme de la force maximale, même pendant que les mathématiques quittent discrètement la pièce. La raison pour laquelle elle ne l'a pas arrêté est plus troublante que la réponse institutionnelle qui émergera des briefings officiels dans les prochains jours. La réponse honnête n'est pas que le système a échoué. La réponse honnête est que le système n'a jamais été capable d'encaisser ce que l'Iran a choisi de lui envoyer. Les mathématiques de la défense antimissile sont implacables. Chaque batterie d'intercepteurs dispose d'un magasin limité. Chaque solution d'engagement exige un temps de traitement. Chaque système a un plafond, un nombre au-delà duquel les menaces entrantes dépassent tout simplement la capacité de débit de l'architecture défensive. L'Iran n'est pas tombé par hasard sur cette limite. L'Iran l'a étudiée, calculée, puis a construit un ensemble de frappes précisément dimensionnées pour la dépasser. 300 missiles volant simultanément dans une fenêtre d'engagement comprimée ne représentent pas une simple escalade de la capacité iranienne. C'est l'expression opérationnelle délibérée d'un programme d'investissement stratégique qui fonctionne depuis 2 décennies avec précisément ce résultat comme objectif de conception. Les menaces résiduelles qui ont survécu à la réponse défensive ont été assez nombreuses pour détruire 5 structures de commandement de brigade et le quartier général auquel elles rendaient compte. Ce n'était pas un accident, c'était le résultat. Et le Khyber Buster lui-même mérite davantage que le mépris dont il a historiquement fait l'objet dans les commentaires militaires occidentaux. C'est une arme qui a été construite sous des sanctions économiques globales. Sans accès à la microélectronique occidentale, sans accès aux chaînes d'approvisionnement de fabrication de précision, sans accès aux réseaux internationaux d'approvisionnement en défense sur lesquels la plupart des pays s'appuient pour développer des technologies militaires avancées. L'hypothèse analytique américaine, intégrée à une décennie et demie d'évaluation du renseignement, était qu'un État sanctionné opérant sous de telles contraintes ne pouvait tout simplement pas produire un missile balistique doté de la manœuvrabilité terminale, de la précision de guidage et de l'efficacité de charge militaire qu'exigerait une arme capable de détruire une infrastructure de commandement au niveau d'une brigade. Cette hypothèse est maintenant réfutée empiriquement dans les termes les plus lourds de conséquences qui soient. Apparemment, la pression maximale sonne plus proprement sur une scène de rassemblement qu'elle ne paraît quand l'autre camp passe 20 ans à concevoir des moyens de la contourner.
Le K-Bar Buster ne dépend pas du GPS. Il a été conçu ainsi délibérément parce que les ingénieurs iraniens comprenaient que la dépendance au GPS était la vulnérabilité technique précise que les capacités de guerre électronique israéliennes et américaines étaient placées pour exploiter. L'architecture de guidage qu'ils ont plutôt développée s'appuie sur une décennie de travail d'ingénierie itératif, nourri en partie par l'accès à l'expertise russe en trajectoire balistique, en partie par le savoir-faire chinois en traitement du signal, et en partie par l'étude directe de l'architecture des récepteurs GPS militaires américains, devenu disponible lorsque des équipes iraniennes de guerre électronique ont guidé un drone de reconnaissance américain RQ, un 7-0 Sentinelle, vers un atterrissage en douceur sur le territoire iranien en 2011. Cette capture a été minimisée à l'époque dans les milieux de la défense américaine. Elle n'aurait pas dû l'être. Le système de navigation de ce drone, ses protocoles d'authentification du signal, les paramètres précis que son récepteur GPS utilisait pour évaluer les données de positionnement, ont donné aux ingénieurs iraniens une fenêtre sur les fondations techniques de la navigation militaire américaine qui a nourri toute une génération de développement d'armes. Le K-Bar Buster est en partie construit sur ce que l'Iran a appris d'un drone américain qui l'a fait atterrir intact il y a 14 ans. Voilà la réalité opérationnelle sous la version communiquée de presse de cet engagement. Mais la structure plus profonde de ce qui s'est passé compte encore davantage. L'histoire technique, aussi importante soit-elle, n'est en réalité que la couche de surface. L'histoire plus profonde concerne l'écart entre ce que les preuves disponibles indiquaient et ce que la mécanique institutionnelle de la planification stratégique américaine et israélienne était prête à intégrer dans ses modèles de menaces. Le programme iranien de développement de missiles balistiques n'a jamais été un secret. Sa trajectoire n'a jamais été ambiguë. Le modèle d'investissement, le rythme des essais, les améliorations itératives visibles dans les générations successives de missiles, tout cela était disponible pour les analystes, prêts à suivre les preuves là où elles menaient, plus tôt que là où les cadres institutionnels préféraient qu'elles aboutissent. La préférence institutionnelle persistante consistait à modéliser l'Iran comme une menace que la pression des sanctions finirait par dégrader, que les campagnes de pression maximale finiraient par contenir, que les cadres diplomatiques pourraient éventuellement réorienter. Aucun de ces résultats ne s'est matérialisé. Le slogan était censé faire le travail de la stratégie. Malheureusement, les missiles ne lisent pas les bannières de campagne. Ce qui s'est matérialisé à la place, ce sont 300 missiles K-Bar Buster, détruisant 5 brigades israéliennes et le commandement nord de Tzahal, qui prendra des années à être reconstitué à un niveau approchant son efficacité opérationnelle précédente. L'écart entre le récit institutionnel et la réalité militaire est l'endroit où ce résultat est né, pas la nuit dernière. Il est né au fil de 15 ans de choix stratégiques sur ce qu'il fallait prendre au sérieux et ce qu'il fallait écarter. La demande de cesser le feu d'Israël dit quelque chose qu'aucun responsable israélien ne formulera directement dans un forum public. Lorsqu'un establishment militaire cherche un cessez-le-feu, c'est qu'il a mené une évaluation interne de la trajectoire d'un combat prolongé et conclut que cette trajectoire produit des résultats pires que l'arrêt des hostilités. L'évaluation qui a produit la demande de cessez-le-feu d'Israël en ce moment reflète une direction de Tzahal, qui regarde son architecture militaire du Nord et comprend que ce qui a été détruit ne peut pas être remplacé rapidement, que la capacité opérationnelle de poursuivre un conflit de haute intensité dans ce théâtre est réellement dégradée d'une manière qui ne peut pas être masquée par des transferts d'armes d'urgence, et que l'adversaire qui vient de démontrer qu'il peut placer simultanément 300 missiles balistiques sur cible conserve la capacité de production et la patience stratégique pour le refaire. C'est ce qu'une demande de cessez-le-feu depuis une telle position communique réellement. Pas une pause, pas une remise à zéro, mais la reconnaissance que l'instrument militaire dont la stratégie israélienne dépend depuis des décennies vient de rencontrer un plafond qu'il ne peut pas franchir actuellement. La réponse de Washington à cela sera présentée publiquement autour de programmes de soutien d'urgence, de livraison accélérée d'intercepteurs, de partage renforcé du renseignement, de transfert de munitions de précision. Ces éléments sont réels. Ils comptent à la marge. Ils ne changeront pas la géométrie stratégique fondamentale qui a produit cet engagement. Les options qui changeraient réellement cette géométrie, c'est, à dire une action cinétique directe contre l'infrastructure iranienne de production de missiles balistiques, sont des options que le calcul de risque actuel de Washington n'est pas positionné pour autoriser. C'est la performance familière de Washington. Annoncer plus de matériel, éviter la question centrale, puis appeler la conférence de presse une stratégie. Et la raison pour laquelle ce calcul aboutit toujours au même résultat n'est pas la capacité américaine.
Les forces américaines ont la capacité. La raison, c'est l'architecture stratégique iranienne, la posture de déni du détroit d'Ormuz, la capacité de frappe contre les bases régionales visant l'infrastructure logistique américaine dans le Golfe, le seuil d'activation du Hezbollah et ce qu'une activation complète du Hezbollah signifierait pour les centres urbains israéliens, même après la nuit dernière. Ce ne sont pas des composantes de dissuasion indépendantes assemblées séparément. Elles forment une architecture intégrée conçue avec un objectif précis, faire en sorte que le coût d'une action militaire américaine directe contre l'Iran dépasse toujours la volonté politique de toute administration américaine de le payer. L'Iran construit et affine cette architecture à travers les administrations des deux parties depuis 20 ans. Elle a fonctionné chaque fois. Elle fonctionne maintenant. Ce qui se passe dans des salles qui n'apparaîtront dans aucun reportage public au cours des prochains jours, c'est une réévaluation sérieuse dans plusieurs capitales. À Moscou, les analystes militaires intègrent les leçons opérationnelles de cet engagement dans des cadres de planification qui ont des implications directes pour le théâtre européen. Les questions précises sur l'efficacité du guidage terminal balistique contre une défense antimissile en couche, sur les volumes de saturation nécessaires pour dépasser la capacité de débit des architectures défensives fournies par les États-Unis, sur la méthodologie de ciblage permettant de détruire l'infrastructure de commandement des forces terrestres dans une fenêtre d'engagement comprimée. Ces leçons se transfèrent. Les planificateurs de l'OTAN doivent réfléchir à ce que la planification opérationnelle russe intégrera de cet engagement, non pas dans un groupe de travail dans 6 mois, mais dans les évaluations rédigées cette semaine. À Beijing, l'apprentissage stratégique est d'une nature différente. L'intérêt principal de la Chine en ce moment n'est pas les données opérationnelles militaires, bien que celles-ci soient étudiées avec un sérieux professionnel. C'est l'espace géopolitique qui s'ouvre lorsque la crédibilité stratégique américaine subit le type de dommages qu'elle vient de subir. Le processus de cessez-le-feu qui se déploie à partir d'ici représente une occasion diplomatique pour la Chine de se positionner comme la puissance qui maintient un engagement productif avec Téhéran d'une manière que Washington ne peut structurellement pas faire, comme l'architecte potentiel d'un cadre de stabilité régionale que la politique américaine a maintenant visiblement échoué à livrer. Le rapprochement saoudo-iranien de 2023, négocié par la Chine, était un aperçu de cette capacité. Si Beijing émerge de l'architecture diplomatique de ce cessez-le-feu comme principal médiateur externe, l'effet cumulatif stratégique sur les calculs de sécurité des États du Golfe, sur les choix d'alignements régionaux et sur la trajectoire à long terme de l'influence américaine dans cette partie du monde sera considérable. C'est le genre d'ouverture diplomatique qui ne se répare pas en tapant « America First » en lettres majuscules et en appelant cela de l'art de gouverner. Et dans les capitales du monde en développement, les gouvernements tirent de cet engagement des conclusions qui façonneront les décisions d'approvisionnement, le développement doctrinal et les choix d'alignement stratégique pour la prochaine décennie. La conclusion qui se dessine n'est pas compliquée, elle n'est pas abstraite. Un État sanctionné, opérant sans accès aux chaînes d'approvisionnement technologiques occidentales, sans la base industrielle de défense d'une grande puissance, a identifié les vulnérabilités précises de l'architecture militaire soutenue par les États-Unis la plus sophistiquée de la région, a construit une arme visant ces vulnérabilités, puis a validé cette arme sur le plan opérationnel dans 2 engagements consécutifs. D'abord dans les opérations de guerre électronique contre les systèmes aériens israéliens. Maintenant, dans la saturation par missiles balistiques de l'infrastructure de commandement des forces terrestres israéliennes, la preuve de concept que cela établit, c'est que le monopole technologique américain sur l'efficacité militaire avancée n'est pas une condition permanente. Le contesté n'exige pas de faire correspondre les plateformes américaines une pour une, mais plutôt d'identifier et d'exploiter des dépendances précises, avec précision et à grande échelle. Cette preuve de concept est maintenant établie dans des conditions opérationnelles. Chaque concurrent stratégique des États-Unis l'étudie. Les implications s'accumulent. Ce qui doit se produire maintenant, avec une pleine conscience que les réflexes institutionnels se réaffirment déjà à Washington comme à Tel Aviv, c'est un véritable examen stratégique de la question fondamentale que 30 ans de politique américaine envers l'Iran ont contourné plutôt qu'affronté directement. Quel type d'engagement stratégique avec l'Iran est réellement capable de produire une stabilité régionale durable? La réponse exige de reconnaître les intérêts stratégiques iraniens que la politique américaine a historiquement refusé de légitimer. Elle exige d'accepter un ordre régional différent de celui que la stratégie américaine tente de préserver depuis des décennies. Elle exige le type de réalisme stratégique qui traite les adversaires comme ils sont réellement, et non comme les cadres construits autour d'eux suggèrent qu'ils devraient être. Le réalisme dérange parce qu'il n'applaudit pas sur commande, et parce qu'il ne rentre pas proprement dans le type de formule à applaudissements que Donald Trump préfère. Il faut reconnaître que la pression maximale produit des réponses de pression maximale et que les cadres diplomatiques
qui ne traite pas les dynamiques de sécurité fondamentales alimentant l'investissement militaire iranien, ne traite pas le problème qu'ils sont censés résoudre. Aucun des deux pôles de l'oscillation stratégique qui a caractérisé la politique américaine envers l'Iran pendant 3 décennies n'a résolu quoi que ce soit. L'Iran a continué à construire pendant les deux, et maintenant la construction est achevée. La carte stratégique du nord du Moyen-Orient a changé. Pas précisément à cause de ce qui s'est produit au cours des dernières 48 heures, mais à cause de décisions prises sur 15 ans concernant ce qu'il fallait construire, ce qu'il fallait prioriser, ce qu'il fallait prendre au sérieux et ce qu'il fallait écarter comme étant au-delà des capacités d'un adversaire que les cadres institutionnels insistaient à présenter comme incapables de faire ce qu'il vient maintenant de faire. 5 brigades détruites, un commandement nord dégradé qui prendra des années à reconstituer. Une demande de cessez-le-feu transmise par des intermédiaires américains par un établissement militaire qui vient de voir s'effondrer la fondation opérationnelle de son architecture de défense du Nord. L'écart entre le récit institutionnel et la réalité militaire, cet écart que des analystes sérieux signalent depuis des années dans des évaluations que la mécanique institutionnelle a choisi de ne pas prioriser, est maintenant visible pour quiconque est prêt à le regarder directement. Aucun exercice de branding ne peut recouvrir cet écart. Il est trop large pour un podium, trop profond pour un slogan et trop réel pour la performance habituelle. La question qui demeure, la véritable question ouverte, est de savoir si le choc de ce résultat est suffisant pour produire l'auto-examen institutionnel qui changerait réellement la trajectoire, ou si les réflexes qui ont créé les conditions de cet engagement vont simplement se réaffirmer et continuer à construire le prochain. L'histoire n'offre pas de réponse rassurante à cette question. Ce que l'histoire offre plutôt, c'est un registre du coût immense lorsque la réponse se révèle être